Son introduction, donc on va voir le RGPD en fait de manière un peu large, hein, un peu brute. Je vais essayer quand même d'être pragmatique, plus côté orienté, plus côté freelance, formateur. Et puis et ensuite, posez vos questions en même temps hein, que les slides hein, pour qu'on essaye que ce soit un petit peu interactif. Voilà, donc moi je m'appelle donc Bruno Legros, je suis consultant en système d'information à la base, donc informatique. Depuis 15 ans, consultant et également salarié hein, dans différentes structures. Et depuis un an, je travaille un petit peu sur le RGPD. En fait, ça m'a été demandé par des clients qui avaient commencé des approches avec des avocats et qui avaient des fichiers qui n'étaient pas très exploitables. Donc, ils m'ont demandé de revoir ça de manière un peu plus pragmatique et de sortir donc les actions qu'ils avaient à faire. Alors, c'est plus côté informatique au départ. Et du coup, je me suis un peu plus formé sur le sujet côté juridique, plus large. Et maintenant, donc j'adresse toute la palette RGPD donc sur un accompagnement de mise en conformité. Ok, donc RGPD, règlement général sur la protection des données personnelles. Hein, on parle vraiment là de données personnelles, pas d'autres données. Donc c'est un texte européen. Donc là, bon, je vous dis un petit peu ce que vous savez déjà, hein, qui est en vigueur depuis le 25 mai 2018, qui remplace un petit peu la loi informatique et liberté, qui est assez lourd, hein, donc 173 considérants, 99 articles, sachant que chaque considérant est important. Et c'est toujours la CNIL en France qui est l'autorité de contrôle. Alors, il concerne tous les organismes. Alors, on entend beaucoup de TPE qui disent qu'ils ne sont pas concernés parce qu'il y aurait une limite à 250 collaborateurs. En fait, non, hein, tout le monde est concerné, privé, public, association, que vous soyez personne physique ou morale, que vous ayez des salariés ou non. Du moment que vous avez un client, un fournisseur, un salarié, vous êtes concerné. Voilà, vous avez donné un caractère personnel. Alors oui, effectivement, hors du cadre strictement privé, si vous avez une liste de copains sur votre téléphone, là, vous n'êtes pas concerné par le RGPD. Donc la loi informatique et liberté existe toujours, simplement elle s'est adaptée au RGPD, donc ça devient simplement un complément, en fait, un complément français au RGPD qui va préciser certaines choses, par exemple l'âge du consentement pour les enfants en France est de 15 ans. Voilà, donc ça c'est la loi informatique et liberté qui le fixe. La déclaration des fichiers n'est plus obligatoire, donc ça tu as dû faire Morgane, j'imagine, donc c'est plus d'actualité. Et le correspondant informatique et liberté qu'on a pu voir dans certaines grandes entreprises disparaît également, donc c'est le DPO maintenant qui est en vigueur, donc le délégué à la protection des données personnelles. Le site ne devient pas automatiquement un DPO puisque les périmètres sont un peu différents, il doit être nommé, donc ça peut être la même personne, en général ça va être la même, ou ça peut être une personne différente. Alors, pourquoi le RGPD? Donc, bon, ça, je pense qu'on est tous concernés d'un point de vue individuel. On a tous vu que on a en fait un ciblage, enfin des techniques de ciblage et de profilage qui sont de plus en plus précis, efficaces, du côté des GAFAM notamment, mais pas que, hein, aussi les entreprises qui les utilisent. Et on a une perte de maîtrise. On se rend compte aussi que les personnes saisissent de plus en plus de données dans les formulaires. Hein, par exemple, des formulaires qui vont vous demander votre date de naissance, votre âge, alors qu'il n'y a pas forcément besoin pour le traitement qui est fait derrière. On a aussi du spam, la difficulté à faire valoir ses droits. Hein, c'est quand même compliqué aujourd'hui, avant le RGPD pour une personne, d'aller demander à du Facebook ou à, je sais pas, un Carrefour avec ses cartes de fidélité, quelles données ils détiennent sur vous. Aujourd'hui, avec le RGPD, c'est possible. Donc, il y a vraiment ce problème de droit. Et puis l'impuissance face aux fuites de données. Hein, donc, on a des listings de millions de personnes de cartes bancaires qui se retrouvent dans la nature. Et on n'avait pas de moyen non plus d'attaquer en justice ces sociétés-là. Donc le RGPD vient un petit peu rééquilibrer la donne, hein, la balance. Donc premièrement, en donnant du droit aux personnes, en créant la confiance, donc en ramenant la transparence dans la collecte de données, et également dans le traitement qui en est fait, et donc en facilitant aussi l'exercice des droits. Donc il y a une série quand même de processus à mettre en place, on verra après, pour les entreprises, pour que les personnes puissent exercer leurs droits auprès des entreprises. Et si jamais ce n'est pas suffisant, il y a aussi un droit de réclamation qui existe auprès de la CNIL. Et deuxième point qui est très important, donc responsabiliser les entreprises. Donc là, on a des vraies sanctions et non plus seulement des avertissements comme c'était le cas avec l'informatique et liberté. On a des sanctions qui peuvent atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial, donc qui est quand même assez dissuasif, et avec une responsabilité qui est partagée avec les sous-traitants. Donc aujourd'hui, si jamais votre sous-traitant a une fuite de données, vous êtes aussi responsable, suivant les clauses que vous avez avec lui. Voilà. Ah oui, et puis troisième point, effectivement, l'idée, c'est aussi d'uniformiser le droit au niveau européen pour pas qu'il y ait
il y ait de paradis fiscaux, entre guillemets, paradis RGPD en Europe. Alors, l'objectif n'est pas d'empêcher les entreprises de prospecter. Il y a quand même des règles à respecter sur les emails, donc on va en parler, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même très récurrent. L'idée, c'est de rendre les entreprises plus responsables et plus transparentes dans leur traitement de données à caractère personnel. Alors, concrètement, que demande le RGPD? Il y a pas mal de choses, hein, mais on va se limiter à cela. Donc, documenter ces traitements. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre entreprise? Pourquoi vous avez besoin de données personnelles? Comment est-ce que vous protégez ces données personnelles, hein? Donc, le RGPD demande à les protéger, bien évidemment. Demande aussi à les notifier. Si jamais vous avez une violation, de notifier sous 72 heures. Donc, c'est très rapide. Il faut quand même être réactif, avoir un processus en place pour le faire. Et comme je le disais aussi, donc, protéger également, vous assurer en fait que vos données sont bien protégées avec vos sous-traitants. Donc, par exemple, un sous-traitant, ça peut être un prestataire, ça peut être aussi, par exemple, vous stockez vos données sur Dropbox, hein, je dis ça au hasard, hein. Vous stockez les données quelque part sur un service en ligne. C'est à vous de vous assurer que le service en ligne apporte les protections nécessaires suivant la criticité des données. Et alors, par exemple, Dropbox, est-ce que c'est une entreprise qui est RGPD proof, friendly Je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui, la plupart des services en ligne se sont mis en conformité, hein, même les entreprises américaines, la plupart, mais il faut quand même vérifier, hein, se sont mis en conformité. Et Google Drive, enfin les solutions Drive de… Google est en train de le faire, c'est pas encore tout à fait, ils ne sont pas encore tout à fait conformes sur tous les points, mais ils sont en train de le faire. Et où est-ce qu'on peut le trouver Il faut que tu vérifies. Alors, tu peux le trouver soit dans ton espace compte, en général, dans ton compte, tu as des contrats que tu peux télécharger, voire parfois, ils te proposent aussi de les signer. Et tu peux aussi les retrouver parfois sur les politiques de confidentialité. Mais il faut bien distinguer, hein. Il y a une politique de confidentialité pour les utilisateurs et tu as une politique de confidentialité ensuite qui s'applique à eux en tant que sous-traitant. Donc, il faut bien différencier les deux. Donc, la RGPD demande à respecter le droit des personnes, donc en les informant au moment de la collecte, hein, via des mentions. Hein, donc ça, vous avez tous vu les mentions qui sont souvent trop longues. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Et de répondre aux demandes de droit. Donc, il y a pas mal de droits. Hein. On reviendra dessus après. Et dernier point, vous êtes responsable. Hein, vous êtes responsable de la conformité et de prouver cette conformité, en fait, hein, donc via de la documentation, via des processus que vous mettez en œuvre. On verra un petit peu dans le détail après. Hein. En tout cas, la documentation est importante puisque c'est la première chose, hein, si jamais vous avez une fuite de données ou un contrôle de la CNIL, c'est la première chose qu'on va vous demander, c'est votre registre et tous les documents qui prouvent que vous faites bien ce que vous dites en fait dans votre registre. Alors, les grands principes du RGPD, là on reste encore un petit peu dans la théorie, hein. C'est des mots que vous allez retrouver dans le texte si vous le lisez, vous allez retrouver aussi dans les politiques de confidentialité. Donc, on va parler de l'ICIT. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les bases légales. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous autorise légalement à mettre en œuvre les traitements que vous mettez en œuvre? C'est la l'ICIT. Loyauté, donc, que vous avez bien un intérêt légitime à le faire, hein, que vous le faites de manière loyale et transparente. Donc, ça concerne les mentions. Finalité, donc chaque traitement que vous mettez en œuvre doit avoir une finalité qui est déterminée, une ou plusieurs finalités. S'il y en a plusieurs, il faut qu'elles soient compatibles entre elles. Mais en tout cas, les finalités sont déterminées. Vous ne pouvez pas en rajouter par la suite sans prévenir les personnes. Donc, pertinence et minimisation, là, on va parler plus de collecte, c'est-à-dire que là, vous allez collecter uniquement ce qui est pertinent et de manière minimale pour votre traitement. Donc, vous n'allez pas collecter les données, en fait, au cas où vous en aurez besoin. C'est vraiment le principe, c'est on connecte le minimum et on donne éventuellement à la personne de donner plus d'informations, mais pour d'autres finalités, en fait, pour des finalités complémentaires. Donc, par exemple, sur Internet, vous pouvez donner, par exemple, votre date de naissance pour recevoir un cadeau, si vous le voulez, à votre date de naissance, à votre anniversaire. Donc, il faut qu'il y ait une finalité. Et si vous ne voulez pas la donner, vous ne la donnez pas. Donc, les données doivent être exactes et en tout cas, vous devez donner le droit aux personnes de les modifier, de les rectifier. Conservation limitée, alors ça c'est un principe qui est très important. On ne peut pas conserver les données personnelles de manière indéfinie. Il faut définir des règles de fin. Il y a certaines lois en fait qui donnent déjà des règles, hein, notamment comptabilité c'est 10 ans, hein, sur les factures et tout ce qui est pièces comptables, c'est 10 ans. En RH, on est sur 5 ans. En prospection, on est sur 3 ans. 3 ans, si jamais un contact vous a jamais répondu en 3 ans, vous l'enlevez de votre base de contact.
Donc, sécurité, intégrité, confidentialité, là, on est plus dans la protection, un peu plus informatique des données. Donc, alors, juste confidentialité, donc il ne faut pas que, enfin, évidemment, seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données, et intégrité, les données n'ont pas été modifiées sans que personne le sache, en fait, hein. Donc, elles n'ont pas été corrompues. Donc, c'est plus par rapport au virus et voilà, des failles de sécurité. Donc, droit des personnes, on a parlé. Et responsabilité, on entend aussi le terme accountability en anglais, hein, c'est le terme RGPD. Et on va parler là aussi de privacy by default et by design. Je mets en anglais parce que c'est les termes qu'on emploie souvent, hein, que vous allez voir peut-être dans des politiques. Donc privacy by default et by design, c'est donc protection par défaut. Ça veut dire que par défaut, vous allez décocher les cases, hein, ça on en a beaucoup entendu parler. Par défaut, en fait, vos formulaires sont déjà en collecte minimale et tout est décoché. Et by design, donc là, ça veut dire que quand vous faites par exemple un logiciel, vous allez, depuis le cahier des charges du logiciel, commencer à réfléchir à la protection des données. C'est plus des process. Vous m'arrêtez hein, s'il y a une question. Hein. Il y a pas mal de notions à voir. Alors, on a beaucoup parlé de données à caractère personnel. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le RGPD le définit comme ça, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Alors, identifié, donc ça, c'est tout ce qui est en fait information directe, hein, photo, nom, prénom, adresse. Là, ce sont des informations plutôt directes. Mais on va parler aussi, par exemple, d'identifiant, donc d'identifiant en ligne, de données de localisation aussi, par exemple. Donc ça, ce sont des données qui n'identifient pas forcément directement la personne, mais qui, mis en lien avec une base de données, va pouvoir remonter à la personne. Donc dès que vous pouvez remonter une personne physique, en fait, c'est une donnée à caractère personnel. Donc on parlait tout à l'heure avec Morgane des emails. Les emails de type contact@société, ce n'est pas une donnée personnelle. Par contre, si c'est mdupont@société, là, ça devient une donnée personnelle, puisqu'il y a le nom du commercial ou de votre contact dans l'email. Donc en fait, même des emails, des coordonnées professionnelles hein, sont concernés par le RGPD du moment que vous pouvez remonter une personne physique dans la société. Un numéro de téléphone. Ah oui, tout à fait. Numéro de téléphone. Même si on nous le donne comme un numéro professionnel. Alors, s'il est rattaché à une fonction, ouais, c'est toujours un peu délicat, mais s'il est rattaché à une fonction, dans ce cas-là, non. Mais s'il est rattaché à une personne en particulier, oui. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais à Morgane, hein, c'est quand une personne va quitter, donc un commercial quitte une société, vous n'allez pas conserver dans votre base son nom, prénom, vous n'avez plus l'utilité. Donc, c'est surtout ça, c'est que si vous gardez les données pour raison professionnelle, vous n'allez pas en fait conserver les informations des personnes si en fait elles n'ont plus le même rôle dans la société. Inversement, est-ce que ça veut dire que les adresses contacts ne sont pas protégées par la RGPD? On peut faire des listings ou... Tout à fait, tout à fait. Ah, les adresses contacts ne sont pas concernées. De toute façon, on peut faire des listings, c'est savoir. Oui, alors dans la prospection. Non, mais c'est l'utilisation des listings et la prospection surtout qui m'intéresse. On reviendra dessus, hein. On y reviendra. Mais effectivement, hein, tout ce qui est purement professionnel et qui est rattaché à des fonctions n'est pas concerné par le RGPD. Tout à fait. Alors, on peut peut-être faire qui a des données, d'après cette définition, qui gère des données personnelles parmi vous? Tout le monde. Hein. Tout le monde. Alors, je pose la question à l'envers. Est-ce qu'il y a des gens qui, là, parmi vous, Oui. Sur le suivi des apprenants dans une plateforme de learning management system. On gère automatiquement des données personnelles puisque les personnes s'inscrivent. On gère leur temps de connexion et du coup, on gère certaines informations qui les concernent pour pouvoir leur faire une attestation. D'accord. Alors oui, en fait, faut faire très attention. Le RGPD n'interdit pas de traiter les données à caractère personnel. Hein. Donc vous pouvez tout à fait les lister. Voilà, il faut les prévenir et il faut mettre les jalons et respecter certaines règles quand on gère ces données-là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez déjà avoir des traitements, donc une base légale pour faire ces traitements-là, et ensuite, effectivement, informer les personnes de ce qui est fait avec, obtenir leur accord. Donc là, a priori, sur un site en ligne comme ça avec des accès, là, on est dans la relation contractuelle. Donc en fait, ils ont un contrat avec vous, et donc c'est normal que vous apportiez les prestations pour lesquelles ils ont signé un contrat. Donc là, on est dans une base légale très solide. Voilà. On pourra parler plus en détail après, hein, mais l'idée, c'est ça, c'est de s'assurer que le cadre est correct et ensuite, vous avez tout à fait le droit de faire le... Après, on a tous nos listings clients sur Odoo, notamment.
Oui, Bien sûr. tout Mais à ça, fait. c'est pas vous qui l'avez, c'est Réunion Portage. Non, mais même nous, on a, enfin, du coup, potentiellement, on peut avoir notre liste à côté ou on pourrait l'exporter ou. Tout à fait. Bah, oui, ce sont les questions qu'on va poser dans le Ouais. cadre du portage salarial, parce que là, c'est vrai que Morgane, donc côté Réunion Portage, il y a déjà des règles, des choses qui sont mises en place pour les outils qui sont utilisés en interne. Après, c'est vrai que chaque porté va avoir ses outils qui sont pas forcément connus aujourd'hui de Réunion Portage. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce risque-là, sachant que le responsable de traitement, c'est Réunion Portage. Puisque c'est la société en fait Puisque qui est vous êtes dans un responsable de cadre de contrat de travail avec Réunion Portage. tout à fait. Pour tout ce qui se passe dans le cadre de votre contrat de travail avec Réunion Portage, donc c'est pour ça que dans vos conventions et dans vos contrats de travail, il y a une mention sur votre obligation de vous conformer aux prescriptions. Mais je pense que c'est aujourd'hui pas suffisant, mais c'est déjà une base. Oui, c'est déjà une base. Ok. Mais par contre, pour les fichiers que vous faites par ailleurs, bah là, c'est de votre propre responsabilité. Pour ce qui est dans Odoo, J'en ai pas, Morgane, je te rassure, j'ai jamais exporté. Mais on peut imaginer quoi. C'est pas le trick de tenir une base de données de tes clients. Si tu n'en as pas, je t'invite vivement à le faire. Moi, je la suis sur Odoo, mais oui, je vais. Très bien, mais si vous avez des CRM ou si vous faites des CRM sur Excel, on ne peut que vous encourager à le faire. L'important, c'est que vous le fassiez effectivement bien et que vous soyez conscient de le mettre, de le stocker dans des endroits protégés, enfin, et d'appliquer tout ce qu'on. C'est ça. Alors, je repose ma question dans l'autre sens, puisque est-ce que parmi vous, certains, suite à cette définition des données personnelles, a le sentiment de ne pas traiter de données personnelles? Bon. Oui, tu penses que tu ne traites aucune donnée personnelle? Non. Par contre, ma femme est en train de faire un site internet. Elle vend des produits. Donc là, par contre, et c'est ma fille qui est en train de construire le site. Donc là, par contre, ça va peut-être être. Tu n'as pas de fichier dans ton activité professionnelle où tu as des adresses mail nominatives? Si, mais qui ne sortent pas, qui n'ont aucune raison de sortir. Donc tu as des données personnelles que tu traites conformément, que tu as recueillies et que tu protèges. Oui. Donc tu traites des données personnelles. Oui. Oui, tu as forcément des clients, une liste de clients, effectivement des contacts de clients, donc ça rentre dans le cadre. D'accord. La prospection, prospection clientèle, là on est dans le cadre RGPD. Fournisseurs aussi, donc c'est un peu moins notre cas ici, mais les listes de fournisseurs, à l'époque il fallait les déclarer, ces fichiers-là à la CNIL, liste de prospection et liste de fournisseurs, il fallait les déclarer. Et si on a un simple répertoire Outlook, une application de répertoire. Les données sont là. Les données. Alors les définitions sont un peu larges. En fait, on va parler de fichiers structurés. Il ne parle pas de base de données dans le RGPD, on parle de fichiers structurés. Mais cette définition de fichier qui est large, ça peut être un répertoire, ça peut être. Alors, c'est pas que électronique, c'est aussi physique. Donc, du moment que tu as des données classées, en fait, tu rentres dans le cadre d'une base, entre guillemets. Des cartes de visite en vrac, par exemple, c'est pas considéré comme un fichier structuré, mais des cartes de visite classées, ça devient un fichier structuré. Et donc, on doit s'assurer que les personnes savent ce qu'on fait avec et qu'elles sont protégées. Tu dois assurer toutes les règles, qu'on a vues, et on va les revoir de toute façon, effectivement. Je savais bien que ça me servirait d'être bordélique. Au niveau des cartes de visite. Je sais pas si la justification passera au niveau de la CNIL. Ah mince. Ok. Moi, je vais être obligée de venir faire une inspection en Normandie, Stéphanie. Tu es la bienvenue. Je prépare les chambres d'amis, t'inquiète pas. Alors, il y a des catégories de données qui sont plus sensibles que d'autres, évidemment. Donc, celles qui sont là sont en fait, vous êtes normalement, il y a interdiction de les traiter par défaut, sauf dans les cas particuliers qui vont être prévus par la loi où il va y avoir des dérogations. Mais vous avez interdiction de traiter les données d'origine raciale, ethnique, les données également de santé, vie sexuelle, génétique, biométrique aussi. Biométrique, alors il y a des autorisations par exemple pour les badges, pour les accès sur des portes par exemple pour biométrique, mais c'est quand même très encadré. Il y a des règles très contraignantes pour mettre en place ce genre de mécanisme. Le numéro de sécurité sociale aussi est une donnée sensible puisqu'en fait dans le numéro de sécurité sociale vous avez la date de naissance, vous avez pas mal d'informations en fait personnelles sur les personnes. Et il permet aussi d'accéder à des services de santé.
Et tout ce qui est condamnation pénale et infraction, notamment dans le cadre du contrat de travail, il y a aussi, c'est pas le cas ici, mais tu peux être amené à dénoncer par exemple des personnes qui ont pris un véhicule de service. S'ils ont fait un accident, tu dois les identifier à l'entaille. Donc ça, c'est prévu par la loi, c'est autorisé, mais tu ne dois pas conserver en fait ces infractions-là au-delà du temps nécessaire. Voilà. Donc les médecins, bien sûr, ont autorisation de traiter les données de leurs patients. Hein. Il y a quand même des cas. Tout ce qui est prévu par la loi en fait est autorisé, mais par défaut, c'est interdit. D'accord. Oui, après, on a des logiciels agréés données de santé et tous les logiciels du médico-social sont agréés données de santé et les personnes sont prévenues de l'usage et du recueil. Tout à fait. Voilà. Il faut que ce soit rassure-moi que je faisais bien avant. Numéro de sécurité sociale pour les salariés portés qu'on oui, utilise alors c'est oui, tu es dans une obligation légale de consentement particulier à. Non, il faut les prévenir, mais tu es dans l'obligation légale de la déclaration sociale. Donc ça rentre bien. Tu as bien une utilisation qui t'est forcée par la loi. Donc, tout à fait. Alors, pourquoi implémenter le RGPD? Donc, il y a 3 raisons. Hein. Donc, première raison, montrer patte blanche, c'est celle à laquelle on pense tout de suite. Hein. Donc, il y a un risque de sanction qui est réel. Hein. On va voir quelques exemples après. Sachant qu'aujourd'hui, 1/3 des contrôles se fait à distance, donc soit directement en ligne sur vos sites web, soit sur demande de pièces. On peut très bien vous contacter pour demander des documents sur vos traitements. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir la CNIL peut faire style, se connecter sur ton site internet, et voir tes formulaires et taper pour te dire votre formulaire tout à fait. Il est pas bon. Alors, ce qui se passe en général, hein, c'est que les signalements, donc il y a 4 sources de signalements. Donc les plaintes, numéro 1, c'est les plaintes. Là, je mets la courbe à droite de nombre de plaintes suivant les années. Tu vois que ça explose. Hein, c'est en train ça augmente de manière assez significative dans les dernières années. 2020 est à peu près au même niveau a priori. Hein, ça c'est resté à peu près à 15 000. Mais bon, c'est une année particulière, donc on verra ensuite comment ça évolue. Donc la plupart des contrôles se font suite à des plaintes. Hein. Donc soit les gens reçoivent trop d'emails, ou ils n'arrivent pas à se désabonner, ils reçoivent trop d'appels téléphoniques. Ou alors sur un site internet, il y a trop de données qui sont saisies. Donc c'est souvent des plaintes. La presse aussi, donc la presse en fait c'est plutôt des fuites. Donc là, il y a des données qui fuitent, donc la CNIL peut très bien, suite à une fuite, venir contrôler les sociétés concernées. Ça peut être aussi des coopérations avec d'autres pays. Donc en fait la CNIL c'est en France, mais dans chaque pays européen, vous avez l'équivalent, hein, donc des autorités de contrôle dans chaque pays, qui peut demander à la CNIL d'effectuer des contrôles sur des filiales, par exemple. Et l'autosaisine, alors ça c'est le moins utilisé en fait. L'autosaisine, c'est-à-dire que la CNIL va décider sur une année de contrôler, je sais pas, les centres commerciaux, enfin les entreprises de portage salarial. Va décider d'un thème et va contrôler en masse en fait ces entreprises-là. Et donc les contrôles peuvent s'effectuer alors sur place, sur la Réunion c'est plutôt rare a priori, en ligne, sur convocation, donc pour être convoqué à la CNIL ou sur pièce, demande de pièce. En France, alors j'ai 4 exemples à donner récents, hein, donc 2021. Hein, 2021, donc on a AG2R, donc les assurances, banque assurance, qui en fait avait. Vous avez votre contrat de retraite supplémentaire grâce à Réunion Portage. Okay. Donc ils ont pris une amende. Alors après, l'amende est toujours en fonction du chiffre d'affaires. Hein. Donc bon, si c'est 1,7 million, c'est que leur chiffre d'affaires dépasse largement ce chiffre-là. Donc ils avaient des listings de personnes, ils avaient des listings de plusieurs millions de personnes sur lesquelles ils relançaient par téléphone régulièrement, sans jamais prévenir les personnes qu'ils étaient dans ce listing et sans jamais supprimer, enlever les personnes. Donc sur la prospection. Sur la prospection, tout à fait. Brico Privé, qui est un site web c'est un peu comme vente privée, mais pour le bricolage, voilà, hein, qui a pris une amende. Alors eux, c'est simple, ils avaient rien, ils avaient absolument rien. Donc ils ont pris une jolie amende récemment, ça fait du bruit aussi. Le Figaro, récemment, alors il faisait un peu de résistance sur les cookies. Le Figaro s'est pris une amende parce qu'il ne respectait pas la législation sur les cookies. Alors c'est un peu particulier les cookies, on en reparlera après. Mais voilà, ils ne respectaient pas la réglementation. Donc soit ils ne mettaient pas les boutons en fait pour refuser les cookies, soit ils posaient les cookies même si vous ne les acceptiez pas. Et le ministère de l'Intérieur, hein, donc ça concerne aussi le public, hein, qui s'est fait. Alors, le ministère de l'Intérieur ne peut pas prendre des sanctions pécuniaires, hein, mais ils peuvent être mis en demeure. Donc, c'était pour les drones. Hein, ils avaient utilisé des drones en fait pour surveiller les manifestations anti-Covid, et donc sans base légale. Hein, il n'y a pas de loi qui autorise l'utilisation de drones en France dans ce cadre-là.
c'est les manifestants qui ont porté plainte. C'est une association qui a porté plainte, je crois, effectivement, puisque du coup, c'est de la vidéo, donc on voit la tête quand même des, Il peut rien leur arriver. des manifestants. Quelques exemples en TPE, donc en région parisienne principalement. Donc on avait Nestor qui faisait la distribution alimentaire, mais pareil, donc je crois que c'est de la prospection, donc ils n'avaient pas le consentement des personnes. Perform Click, pareil, c'est de la prospection, donc publicité, pas de consentement sur de la prospection, donc une prospection un peu agressive a priori. Ce sont des petites sociétés qui sont en région parisienne. Et on a eu aussi le cas de 2 médecins libéraux. Donc là, par contre, c'était suite à une fuite de données. Donc en fait, leur site internet était mal sécurisé. Et il y avait quand même des ordonnances qui pouvaient être consultées par d'autres personnes. Donc voilà, ils ont pris aussi des amendes pour cette partie-là. Donc pour vous dire que la CNIL, ça concerne vraiment tout le monde, que les amendes sont réelles et sur des montants quand même qui commencent à devenir dissuasifs. Donc on est là depuis 2018, c'était surtout les grands groupes qui étaient concernés. Donc on a eu Google, Facebook, on a eu pas mal de GAFAM en 2018. 2021, ça commence à toucher aussi les petites structures. Alors pourquoi le RGPD? Aussi pour inspirer la confiance, donc notamment des particuliers qui sont de plus en plus attentifs à la protection de leurs données. Également la confiance de nos partenaires, de nos clients, puisqu'en fait on devient en tant que prestataire aussi, on doit garantir la protection des données que nous confient nos clients. Donc on rentre en fait dans ce cadre de responsabilité partagée entre sous-traitants et responsables de traitement. Et potentiellement, c'est possible que bientôt on ait cette condition-là dans les appels d'offres. Ça va devenir un petit peu comme des normes, comme des normes ISO en fait. Alors c'est bien parce que la confiance ça fait vendre. Donc c'est une étude de 2017. Donc le dernier cadre, 74% des consommateurs sont fidèles aux marques qui protègent les informations de nouvelles. Non, effectivement, les personnes sont de plus en plus concernées. Donc nous-mêmes en premier, même si on est embêté par tous ces petits pop-up sur les sites internet, on est quand même concerné. Troisième point. Sur mon utilisation personnelle, moi j'ai trouvé que récemment, il y a eu une amélioration. Avant, c'était accepter ou refuser des cookies ou vérifier les données que je partage. Et puis si on voulait aller un peu plus loin, alors il fallait cliquer sur un tout petit truc et puis c'était compliqué, il fallait lire des pages, alors que maintenant c'est plutôt par défaut, on est un peu. Alors il y a continuer sans accepter. Oui, déjà, il y a continuer sans accepter. Et si tu cliques pour paramétrer, c'est très lisible, tu en deux. Ça s'améliore. Alors il y a eu déjà il y a beaucoup de logiciels maintenant qui se sont mis sur le créneau. Et il y a aussi une nouvelle loi qui est sortie en mars 2021, là c'est très récent, qui oblige en fait à avoir ce bouton refusé en page, en premier affichage. Donc soit effectivement tout refuser, soit continuer sans accepter. Et si vous fermez le pop-up, ça n'accepte pas. L'acceptation doit être explicite. Oui, sauf que dès qu'on y retourne, ils nous remettent. Le même pop-up. Alors, normalement, si tu refuses, il te met un petit cookie pour dire que tu as refusé. Et il est censé se souvenir de toi pendant. Non, il y a beaucoup de sites, tu es obligé de remettre. Ils réinsistent en fait lourdement. Ou alors, si tu n'acceptes pas, tu n'as pas accès au site. Alors ça, c'est ça. Oui, il y a un abonnement. Oui, ça c'est le cookie wall. C'est légal si le site autorise en fait un autre moyen d'accès, donc notamment l'abonnement. Donc pour l'instant, c'est légal. En ce moment, alors il y a une petite guéguerre, c'est pour ça que le Figaro a pris une amende. Il y a une petite guéguerre en ce moment quand même entre les sites qui utilisaient la pub comme un petit peu comme dans leur business model et les autorités de contrôle. Donc ça bouge pas mal. Voilà. C'est en train d'évoluer tout ça. Alors voilà, une fois qu'on a dit tout ça, par où commencer? Alors moi, ce que je conseille toujours en priorité, c'est de commencer par ce qui est visible. Donc notamment le site web, donc les mentions, les cookies, la politique de confidentialité. Tout ce qui est mention éventuellement dans vos emails, de prospection, de droits de personne. Et donc sur les formulaires de collecte, si vous avez des formulaires, que ce soit papier ou électronique, de bien mettre vos mentions sur les formulaires. Quitte à les modifier ensuite, puisque effectivement, là c'est vraiment dans l'urgence, dans la priorité numéro 1, pour informer les personnes. Et puis ensuite, quand vous réfléchirez à vos traitements plus en amont, c'est possible qu'il y ait des modifications qu'il va falloir apporter.
Et bien sûr, là, vous avez identifié un risque. Donc, on parle de risque de fuite de données, de confidentialité. Là, effectivement, il ne faut pas tarder, il faut mettre les protections tout de suite. Ensuite, une fois qu'on a fait ce qui était un petit peu urgent, on va pouvoir commencer cette fois le processus de mise en conformité. Donc, normalement, on va se poser, il y a 6 étapes que moi je mets sous forme de 6 questions. Donc, comment je collecte les données, donc ça va être la collecte, les sources. Qu'est-ce que je fais avec les traitements? Comment j'informe les personnes? Donc là, on est plus sur des mentions. Comment je traite les demandes? Donc là, ça va être la gestion des droits, les processus de gestion de droits. Comment je protège les données, la partie plutôt informatique ou pas. Ça peut être aussi comment je protège l'accès aux locaux, l'accès aux archives. Donc ça peut être aussi une partie physique, voire juridique sur les contrats. Et à qui je sous-traite? Donc là, on est dans la sous-traitance. Alors les sous-traitants, la définition des sous-traitants au côté RGPD, c'est pas tout prestataire. Un sous-traitant, en fait, c'est une entité à laquelle vous allez confier des données personnelles qui ne sont pas les vôtres. Donc vous allez confier un traitement en fait de données que vous auriez pu faire vous-même et que vous préférez sous-traiter. Typiquement, je ne sais pas, par exemple, commercial ou recrutement RH, vous allez donner des informations sur des personnes à vos sous-traitants pour qu'ils fassent un traitement sur ces données-là. Donc, première étape, comment je collecte les données? On identifie ces formulaires, donc formulaires, contrats, ça peut être aussi des fichiers achetés, donc notamment les prospections B2B. On peut très bien acheter des fichiers ACI pour la prospection. Les données que vous transmettre d'autres sociétés, les données que vous transmettre directement les personnes. Donc, les sources de collecte sont diverses et variées. Donc là, il s'agit de les identifier. Ça va vous servir aussi pour mettre les mentions dans un second temps. Donc, quelques exemples, RH évidemment, journal de texte informatique. Alors vidéosurveillance, ça peut être dans le règlement intérieur, souvent sur un panneau. Si jamais vous filmez aussi des visiteurs, il faut signaler en fait avant l'entrée dans la zone. Par exemple, prospection directe, si vous envoyez une prospection directe sur un email B2B, il va falloir mettre les mentions dans l'email de contact. Donc en général, c'est en petit en bas, on met les mentions de RGPD en bas de l'email. Je peux zoomer un petit peu là-dessus. Donc, ça veut dire on a récupéré les coordonnées, donc soit parce qu'on a acheté un fichier ou parce que, bref, on avait un contact qu'on veut prospecter. Et donc, on n'a pas besoin de son consentement B2B. Avant, puisque en B2B, on peut prospecter directement quelqu'un, quelle que soit la manière dont on a trouvé ses coordonnées. Par contre, lors du premier contact, on doit l'informer qu'on garde ses coordonnées. Oui. Qu'on a ses coordonnées, enfin les données qu'on a, et qu'on souhaite les garder, lui donner le droit de les supprimer. Oui, c'est ça. Donc il a un droit d'opposition qui est sans condition. Donc ça, c'est ça qu'on doit mettre dans le... Oui, on verra après, j'ai fait un exemple là-dessus. Super. On verra dans la partie mention. Donc effectivement, vous avez le droit de collecter, pour le B2B en fait, vous avez le droit de collecter vos contacts n'importe où, scraper, acheter. Par contre, au moment du premier contact, vous allez donc, vous dites où est-ce que vous avez récupéré les informations. Et vous signalez aussi le droit de la personne, donc elle a le droit de s'opposer sans condition à la prospection, elle a le droit aussi de faire supprimer son email de votre base si elle le souhaite. Notamment, il y a d'autres droits aussi, mais ça va être ça les plus importants. Le fait de signaler la source de où on a eu ces coordonnées, c'est obligatoire. Oui. Tu dois dire, j'ai récupéré auprès de la CCI, j'ai récupéré sur votre site web, sur votre profil LinkedIn, etc. Voilà, vous étiez enregistré chez moi depuis longtemps. Depuis moins de... moins de 3 ans. Je peux poser une question ou on attend la fin? Non, vas-y. Attends, non, tais-toi. Est-ce que, par facilité, pour chaque personne, on est obligé de lui donner la source d'où on a sorti son adresse mail, ou on peut en écrire toutes les sources sur lesquelles on a trouvé, et puis il y a là pour éviter pour chaque personne d'avoir à mettre la source. Et ma question est claire. Alors oui, mais de toute manière, tu devrais envoyer un mail individuel, c'est ça ou Oui, mais c'est-à-dire si tu as un bloc de signature en disant vous recevez ce mail parce que vous êtes inscrit à la CCI ou sur LinkedIn ou ceci ou cela, ça te permet d'avoir le même bloc pour tous tes mails. Alors que si tu dois dire à chacun, vous, je vous ai eu sur la CCI, vous, je vous ai trouvé sur LinkedIn, est-ce que ça passe? Alors en fait, pas de réponse obligatoire
maintenant. Hein. Il y a le temps de réflexion. Ah non, il faut signaler, c'est sûr. Il faut signaler. Maintenant, je n'ai pas très bien compris comment tu peux signaler de manière groupée. C'est ça qui. C'est-à-dire s'il sait que lui, ses contacts, il les a eu soit à la CCI, parce qu'il a acheté un fichier, soit sur LinkedIn, soit parce qu'il était par réseau avec Réunion Portage. Il sait que ses contacts, ils viennent que de ces 3 sources-là. Ah, d'accord. À ce moment-là, il met dans une fait une signature de mail. Il dit vous recevez ce mail parce que vous êtes soit membre de Réunion Portage, soit. Et donc, oui, je pense, pas personnalisé. oui, je pense que c'est acceptable. Ça me paraît acceptable. Après, c'est pas moi qui décide, c'est les autorités, hein, mais ça me paraît acceptable. Ça montrera quand même oui, tout à fait. Ouais. Non, ça montre la bonne foi, effectivement. Et puis, l'information est là, même si elle n'est pas forcément précise. Mais oui, non, ce serait possible. En général, ce qui est fait, c'est que dans votre logiciel d'emailing, vous pouvez mettre des tags. Donc, en fait, vous allez mettre des tags par provenance, en fait. Hein. Donc, sur les formulaires, quand une personne s'inscrit sur un formulaire, par exemple, vous rajoutez un petit tag formulaire machin sur tel site. Ou quand vous importez un fichier qui vient de LinkedIn, vous allez mettre automatiquement le tag LinkedIn. Comme ça, vous savez d'où il vient. Et vous pouvez après paramétrer éventuellement les informations dans les emails. En général, c'est comme ça. D'accord. Merci. Merci. CRM, emailing. Oui. Tout à fait. Alors, si vous faites un passer de données clients sur un petit tableur Excel, vous pouvez quand même rajouter la colonne source et maîtriser et aller en formation pour maîtriser les publipostages et les fusions pour que la source soit personnalisée. Mais effectivement, si vous n'avez pas une activité de prospection de masse, si vous traitez 3 prospects par mois, vous pouvez peut-être le faire individuellement et manuellement en écrivant. Il faut qu'ils aient l'information au moins une fois, donc sur le premier email en général, le plus tôt possible. Okay. Bon, merci de la réponse et merci à Morgane d'avoir reformulé ce que j'avais en tête. Ok, alors deuxième étape, qu'est-ce que je fais des données personnelles? Donc en fait, là, on est sur ce qu'on appelle le registre des traitements. Hein. On va documenter les traitements. Donc il y a quelques points, alors on verra un petit peu plus après. Il y a quelques points à spécifier, une petite connotation juridique aussi. Hein, donc ça, on va les voir un par un. Donc d'abord, vous devez dire donc les finalités. Hein, donc pourquoi vous traitez ces données. S'il y en a plusieurs, il faut qu'elles soient compatibles. Hein, toujours. Donc par exemple, prospection et fidélisation, ça c'est compatible. On est dans le même type de traitement. Vous devez spécifier ensuite la base légale. On verra ça après. Hein, c'est ça qui est un petit peu plus juridique. Donc, il doit y avoir une base légale à votre traitement. Les catégories de personnes et de données. Hein, donc, par exemple, une catégorie de personnes, ça peut être les clients, les fournisseurs, les prospects chauds. Voilà, ça peut être ces catégories-là. Les données, donc l'identité, les données de contact, le permis de conduire, les CV, etc. À qui vous transmettez ces données? C'est les données qu'on collecte et qui sont censées être les données strictement nécessaires. Oui. Ouais, tout à fait. Pour le traitement, pour la finalité. Si par exemple on dit contrat de travail, donc j'ai besoin d'unir, mais j'ai la date de naissance, mais je n'ai pas besoin pas une autre donnée personnelle. Donc si je mets que pour ce traitement-là, pour cette finalité-là, je collecte une donnée dont je n'ai pas en réalité besoin. Oui, tout à fait. Par exemple, pour un recrutement, tu ne mettras pas le numéro de sécurité sociale. Il n'est pas nécessaire pour le recrutement. Il est nécessaire à la signature du contrat. Ok. Donc il ne faut pas que je le mette dans mon traitement. Pas dans la partie recrutement, pas dans les CV et les entretiens. Tu mets pas photo et numéro de sécurité sociale. Tu peux mettre photo, mais non obligatoire. Et adresse? Adresse pour un recrutement? Non. Pour contacter la personne alors. Non, là je parle d'adresse physique. Oui. Oui. Non, mais parce que parfois tu as des politiques sur les quartiers prioritaires, etc. Donc, selon l'adresse de la personne, ça va te donner. Si tu peux le justifier, a priori, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour discriminer la personne en fonction du lieu d'habitation, non. C'est ça. Donc, c'est ça. Non, mais des fois, tu as des lois qui se contredisent aussi. Bon, enfin bref, c'est le recrutement. Oui. Non, mais il faut lister les données, effectivement, après justifier pourquoi tu en as besoin. Alors, le destinataire, donc ça peut être des services. Bon, là, on est plus dans les grosses structures. Hein, ça peut être des services internes. Ça peut être donc des sous-traitants dans le sens RGPD, c'est-à-dire des structures à qui vous confiez les données qui ne sont pas à vous, hein, c'est ça que vous collectez, ou à qui vous confiez la collecte pour votre compte, ça peut être ça aussi. Et ça peut être donc les destinataires, on a aussi des tiers, donc les tiers c'est ceux qui rentrent dans aucune catégorie, hein, mais c'est par exemple, ça va être alors c'est ceux qui font des traitements pour leur propre compte, donc par exemple des avocats, donc défense en justice, des experts comptables, dans les cas où c'est obligatoire, hein. Ça peut être la médecine du travail, par exemple, c'est un tiers.
parce qu'ils vont faire leur propre traitement. Enfin, c'est pas, toi, dans ton activité, tu n'as pas besoin que le salarié, tu es obligé de l'envoyer, mais ce n'est pas dans ton activité de l'envoyer à la médecine du travail. Donc, les impôts pour prélèvement à la source. Par exemple, oui, l'État aussi est un tiers. L'État est tout à fait un tiers. Donc les tiers, c'est en général toutes les fonctions réglementées, l'État principalement. Alors, vous allez évidemment spécifier vos durées de conservation puisque c'est nécessairement limité. Alors, ça peut être aussi, c'est pas forcément une durée fixe, ça peut être aussi un calcul. Donc, par exemple, les données RH, le dossier RH, tu vas le conserver tant que la personne est en poste et après, plus 5 ans en archivage. Donc, c'est une donnée qui va être calculée. En fait. Et vous devez aussi spécifier effectivement si vous transférez. Alors, un transfert, ça peut être juste un stockage. Si vous transférez les données hors de l'Union européenne, par exemple Gmail, Google, c'est aux États-Unis. Donc, il faut le signaler. De toute façon, la France a abandonné l'idée d'avoir ces datas conservées par elle-même. Tout est traité aux États-Unis. Tout est centralisé là-bas. Ça dépend des services, mais effectivement, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas stocker aux États-Unis. Mais ça dépend des services. Tu as OVH, par exemple, en hébergement en site internet, qui est en France. En emailing, c'est compliqué. C'est vrai que l'email, aujourd'hui, les principaux, ça va être Microsoft et Gmail, et ils sont aux États-Unis. Donc, ça va être compliqué. Il faut juste le signaler. Il faut signaler qu'effectivement, l'hébergement des emails peut être fait aux États-Unis. Okay. Signaler le service. Quand on est ici et qu'on a quelque chose de stocké ou qu'on utilise un programme en SaaS qui est en métropole. Ouais. Est-ce qu'entre ici et la métropole, on sort de l'Union européenne? Non, on passe par les câbles. Non, ça reste. Non, c'est pas dans ce détail-là. Non, on reste dans l'Union européenne. Alors, après, il y a des pays compatibles. La liste est sur la CNIL. Il y a l'Union européenne, il y a des pays compatibles qui, en fait, il n'y a pas besoin de contractualiser, pas besoin de contrat spécifique. Et après, il y a des pays qui ne sont pas compatibles, notamment les États-Unis, malheureusement, ne sont plus compatibles. Ils l'étaient, mais il y a une loi en fait qui est sortie, c'est que les entreprises aux États-Unis ont obligation de transmettre toutes leurs données, personnelles ou pas, aux autorités américaines sur demande. Donc ça peut être le FBI, ça peut être. Donc en fait, cette loi-là fait qu'ils ne sont plus compatibles. Et c'est eux qui ont donné. Et ceux qui détiennent nos données. Aujourd'hui, oui, on a beaucoup de données là-bas, oui, effectivement. Bon, alors, c'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, si on utilise les outils Google, Drive, Mail. Il faut s'assurer. Alors, Google, ils sont en train de le faire. Je pense que c'est terminé maintenant. Il faut que tu récupères le contrat, le contrat, ce qu'on appelle en général l'accord de traitement de données de Google. Pour que tu sois conforme, pour que et normalement sur ce contrat-là, on va le voir après, mais tu as des clauses qui te garantissent que Google respecte bien le RGPD. D'accord. Mais de son fait, du fait de l'entreprise. Alors en plus, effectivement, il y a un cas particulier pour les prestataires. En plus du registre de traitement en tant que responsable de traitement, ce qu'on appelle RT, on doit tenir aussi un registre de sous-traitants, ST, qui en fait va contenir les traitements qu'on effectue pour le compte de nos clients. Alors les traitements avec données personnelles, les traitements qui sont sans données personnelles, ce n'est pas nécessaire de le mettre là-dedans. Mais par exemple, vous êtes commercial pour un client, vous avez accès potentiellement à une liste de prospects, donc vous devez avoir un registre de sous-traitants qui spécifie ce traitement-là. Ce registre-là peut vous être demandé par vos clients. Ceux qui sont très à cheval sur RGPD peuvent vous demander, je veux voir votre registre de sous-traitants. Comment est-ce que vous protégez les données? Comment vous traitez mes données? Oui. On a plusieurs formateurs qui sont sous-traitants. Les formateurs qui reçoivent la liste des stagiaires. Oui. Donc, je ne sais pas, vous avez forcément peut-être ou pas la liste des stagiaires. Si vous l'avez, et donc ça rentre dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le formateur sous-traitant doit tenir le registre de. Oui, alors c'est avec. Tout à fait. Alors c'est un registre qui est un peu plus light, mais oui, tout à fait. Il faut que ce soit au niveau de la loi. Du moment qu'il y a une conservation. Voilà, du moment qu'il y a une conservation, un traitement. Mais même par exemple, un intervenant, si tu fais de la maintenance de site web, par exemple, pour des clients à toi qui ne sont pas forcément hébergés, que tu n'héberges pas forcément, mais si tu fais de la maintenance de site web, tu peux potentiellement avoir accès à des bases de formulaires avec des questions de personnes, de visiteurs du site de ton client. Et donc, tu fais un traitement potentiel qui est. Tu as accès potentiellement à ces informations. Donc, tu dois le mettre dans ton registre. Mais alors, c'est le traitement?
C'est de la maintenance du site web. Donc, Oui. mais potentiellement, tu peux faire un nettoyage sur ces listes-là. Enfin, il y a peut-être des choses que tu fais sur ces données-là. Ça voudrait dire dans le traitement, maintenance du site web, j'ai accès à telles données que j'utilise on voit un exemple juste après. Uniquement pour maintenir du site web. Donc, en fait, j'utilise pas les données. Ouais. C'est-à-dire que même quand on n'utilise pas les données, pour le traitement oui, qu'on bah, fait, tu as accès. mais qu'on y a juste accès. Ouais. Ça, oui. on Bah, est- tu les lis, tu as accès, tu peux les lire. Donc, oui, tu as accès. Donc, il faut ne serait-ce qu'écrire qu'on a accès aux données pour faire une chose qui n'utilise pas les données. Et que donc on n'en fait rien, mais il faut l'écrire. C'est ça? Oui, Je comprends oui, la oui, logique. tout à fait. Oui, mais même le stockage, hein, par exemple, les hébergeurs donc comme OVH, dans leur registre de traitement, ils ont stockage de données pour les clients. Hein. Ils ont stockage, même si normalement ils n'acceptent pas, mais comme ils font des sauvegardes, ils stockent potentiellement en cas de problème, peut-être qu'ils pourraient avoir besoin d'aller voir une sauvegarde. Donc c'est bien, ils ont bien précisé qu'ils stockent leurs données, des données des clients. Donc c'est bien dans leur registre. D'accord. Alors, juste un exemple, du coup, alors j'ai sauté un slide, mais je vais revenir dessus. Donc, juste un exemple. Hein. Donc là, par exemple, c'est un traitement de prospection et fidélisation. Okay, donc, ici, le titre, c'est la finalité principale, hein, prospecter, fidéliser. Ensuite, il y a des finalités secondaires. Hein. Donc, prospecter de nouveaux clients, fidéliser les clients existants, mener des opérations marketing, conserver une liste d'opposition à la prospection. Effectivement, les gens s'opposent, mais il faut savoir qui s'oppose. Donc, il faut aussi conserver cette liste. Utiliser les techniques de remarketing. Donc, ça, c'est des finalités. Vous voyez qu'il y a des bases légales différentes. Hein. Donc, pour le B2B, c'est l'intérêt légitime à prospecter avec droit d'opposition. Pour le B2C, ça va être le consentement préalable. Pour le remarketing, donc basé en général sur les cookies, ça va être aussi le consentement. Ça, c'est une obligation. Ensuite, vous avez précisé les personnes concernées et les données, donc les catégories de données, hein, des collectes. Donc là, par exemple, c'est les prospects, les clients, les personnes opposées à la prospection. Les catégories de données, donc là, je pense dans le détail, hein, mais l'identité, centre d'intérêt, relations commerciales. Où est-ce que vous voulez conserver et combien de temps? Donc là, bon, j'ai pas mis, mais ça va être logiciel d'emailing par exemple, base CRM. Puis ensuite, vous les conservez jusqu'à opposition ou 3 ans après dernier contact. Ok. Comment je collecte? Donc, quelles sont les sources? Donc là, ça peut être de la publicité sur les réseaux sociaux, prospection directe, cookie marketing, ça c'est pour le remarketing. Et vous dites à chaque fois où est-ce que vous mettez vos mentions. Donc, si c'est sur les réseaux sociaux, ça va être un lien sur votre page professionnelle, donc un lien vers la politique de confidentialité. Prospection directe, ça va être, comme j'ai dit, les mentions en bas du premier email, hein, pour le B2B. Et puis, sur les cookies, c'est le bandeau sur votre site web. C'est à ça que peut ressembler le registre de traitement ou c'est juste c'est des fiches comme ça? Ouais, c'est ça. Le registre de traitement, ça va être ça, ça va être une fiche par traitement. Hein. Okay. Voilà. En plus d'autres informations, mais principalement, ça va être ça. Ça va être les fiches. Donc, les destinataires, hein, donc là, par exemple, j'ai mis en sous-traitant plateforme publicitaire, plateforme d'emailing, CRM. Et ensuite, transfert hors Union européenne. Donc là, vous décrivez qu'est-ce que vous transférez hors Union européenne, quel logiciel et quelles sont les garanties et les sécurités mises en œuvre pour la sécurité de ce traitement-là. Voilà à quoi ressemble un traitement. Alors, sur la partie sous-traitant, c'est allégé en fait. Hein. La base légale n'est pas nécessaire, puisqu'en fait, c'est votre responsable de traitement qui va définir les bases légales, hein, puisque c'est en fait vous sous-traitez, donc c'est pas vous qui définissez les bases légales. Ce n'est pas vous non plus qui définissez les durées de conservation, puisque normalement vous êtes censé lui retransmettre les données, les supprimer chez vous après le traitement. Normalement c'est contractuel, hein, donc vous n'êtes pas censé les conserver. Et l'information des personnes aussi, normalement c'est pas à vous de le faire, c'est plutôt à votre responsable de traitement, sauf si vous le demandez. Ça c'est contractuel aussi, ça peut être vous qui le faites. Voilà, je ne sais pas si c'est du coup plus clair sur le registre. Ouais. Rapidement sur les bases légales, il faut que j'accélère un peu. Rapidement sur les bases légales, il y en a 6 possibles. Alors j'ai mis par l'ordre en fait, hein, donc du plus solide au moins solide. Premièrement, c'est l'obligation légale. Donc là, texte de loi. Hein, alors, il faut mettre le texte de loi, hein, donc ça peut être code du travail, etc. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus, je pense. Intérêt public, donc là, ça ne nous concerne pas trop, c'est plus pour les collectivités locales, les EPCI. Pareil, il faut un texte de loi. Hein. C'est pour ça que les drones ont été recalés, parce qu'il n'y a pas de texte de loi qui autorise les drones pour la surveillance de manifestations. Donc ça a été recalé sur la base légale. Les intérêts vitaux, bon, là, on comprend bien, ça va être plutôt le secouriste qui il va pas demander le consentement de la personne pour prendre son groupe sanguin, par exemple. Mais ça peut être aussi intérêt vital d'une autre personne. Donc, je n'ai pas trop d'exemples, mais on peut prendre vos données personnelles sans vous le demander pour sauver une autre personne. Je sais pas. Voilà. Ça, Physique ou morale? c'est une base légale possible.
Relations pré-contractuelles ou contractuelles, donc typiquement devis, recrutement, vente. Vente, c'est contractuel aussi, vente d'une prestation. On est dans la relation contractuelle. Intérêt légitime, donc là, typiquement la prospection, on est là-dedans. La communication sur les réseaux, etc. On est dans l'intérêt légitime à communiquer, à prospecter. Mais l'intérêt légitime est soumis au droit d'opposition, alors qui n'est pas sans condition. Il faut quand même que la personne montre qu'elle a une légitimité à s'opposer. Donc, elle a une légitimité plus forte que la vôtre à s'opposer. Sauf dans la prospection. La prospection, c'est sans condition. Donc, il y a quand même des petits cas particuliers. Mais par exemple, sécurité informatique, donc une entreprise, une grosse entreprise a un intérêt légitime à sécuriser son réseau ou à, je sais pas, à lister les sites internet consultés par les salariés. Une personne peut s'y opposer si elle montre que, effectivement, le fait qu'on contrôle ces sites web peut avoir un impact fort sur elle. Alors, je ne vois pas dans quel cas, mais voilà, c'est possible. Mais l'entreprise n'est pas obligée, en fait, dans ce cas-là, dans un cas de sécurité informatique, d'arrêter le traitement. Donc, le droit d'opposition, il n'est pas toujours sans condition. Il est sans condition dans le cas du consentement et dans le cas de la prospection. Donc justement, consentement, alors ça, on a l'impression avec le RGPD que tout est consentement. Quand on voit sur les sites web, il y a des cases à cocher partout, consentement, alors qu'en fait, le consentement, c'est la dernière base légale à utiliser et c'est celle qui est quelque part la plus faible, puisque le consentement peut être retiré à tout moment et sans condition. Donc, si vous basez votre relation contractuelle sur un consentement, il ne faut pas le faire. Donc le consentement, il y a des petites conditions quand même, il doit être libre, spécifique. Alors libre, ça veut dire que déjà, au niveau... il ne peut pas y avoir une relation forte donc de subordonné avec une personne qui donne son consentement, donc elle doit le donner librement, sans contrainte. Spécifique, donc elle donne son consentement pour une chose bien précise, bien particulière, éclairée donc avec les mentions et univoque. C'est une case à cocher, c'est une signature, il faut que ce soit clair. Pas qu'elle puisse dire j'ai donné, mais je sens un insulte de mon plein gré. Voilà, donc en général, effectivement, c'est appliqué sur les newsletters, sur les cookies, les cas de consentement. OK? Pour moi, c'est OK. Des questions? On avance. Donc les mentions, vous pouvez les donner en 2 niveaux. C'est autorisé par la CNIL ou même en 3 niveaux. Enfin, vous pouvez les donner sur plusieurs niveaux. Le niveau 1, obligatoire. Donc, ce que vous devez donner tout de suite au moment de la collecte, ça va être qui vous êtes, donc responsable de traitement, les finalités, donc pourquoi vous collectez ces données, et ensuite vous donnez un lien vers l'information de niveau 2. Donc, l'information de niveau 2, ça peut être les conditions générales, ça peut être le contrat, ça peut être la politique de sécurité, etc. Donc, le niveau 2, c'est là que vous allez donner. Donc, alors, en fait, c'est simple. Ce qu'on va donner là, c'est ce qu'on retrouve dans le registre de traitement. C'est la fiche de traitement. Donc, c'est la base légale, les destinataires, la durée de conservation, et après, il y a un petit paragraphe un peu générique sur les droits des personnes. Information sur les droits. Voilà, donc, les mentions, finalement, une fois que vous avez vos traitements, les mentions, ça découle des traitements. Donc, par exemple, alors ensuite, ce n'est pas la peine d'en faire des pavés. Là, c'est des exemples. Là, le carré noir, c'est la lettre d'information de la CNIL. Donc, pas de case à cocher déjà sur l'aide d'information de la CNIL. Donc, en fait, finalité, on voit que c'est bien écrit. Alors, c'est bien écrit la CNIL en bas. Alors, déjà, on est sur le site de la CNIL, donc ce n'est pas forcément la peine de répéter. On voit donc qu'ils ont bien mis votre adresse de messagerie est utilisée pour vous envoyer les lettres d'information de la CNIL. Donc, ça, c'est la finalité. Voilà. C'est ça. Donc, ensuite, il y a les droits. Donc, vous pouvez utiliser le lien des abonnements sur la newsletter et pour en savoir plus, donc cliquez sur ce lien qui ramène sur la politique de confidentialité. Alors en fait ici le consentement est fait par saisie, c'est-à-dire que la personne qui est sur un formulaire, si elle saisit ces informations, on considère qu'il y a un consentement, qu'elle consent en fait à. Parce que c'est elle qui l'a donné. Tout à fait. Et puis ensuite il y a le bouton. Alors le bouton, c'est plutôt un lien, mais c'est du moment qu'elle rentre son information, elle clique sur le bouton, elle donne son consentement en fait pour ce traitement. Ensuite, là, j'ai fait un autre exemple un peu plus complexe. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs champs. On voit qu'en fait, le nom n'est pas obligatoire, puisqu'en fait, donc c'est un formulaire de contact. Le nom n'est pas obligatoire pour répondre à la question de la personne, donc il est facultatif. Donc c'est le concept de minimisation des données. S'il le rentre, ça permet d'humaniser un petit peu l'échange. S'il ne le rentre pas, ça ne change pas du tout le traitement qui est fait derrière. Donc là, on a bien les données collectées servent exclusivement à répondre à votre message. Et là, on a en fait une deuxième finalité, donc c'est pour ça qu'il y a une case à cocher. Si vous souhaitez en plus vous inscrire à la newsletter, cochez la case ci-dessous.
Donc là, c'est une finalité complémentaire, alors pas complémentaire, c'est une finalité qui est différente, qui dans ce cas-là, effectivement, on doit mettre une case à cocher. On ne peut pas mettre plusieurs finalités en fait sur le même formulaire, sauf à donner le consentement pour chaque autre finalité. Et le lien vers Et le lien toujours vers la politique de confidentialité. Voilà. Donc là, on est conforme. Donc le niveau 1 doit toujours envoyer vers le niveau 2. Oui. Donc niveau 2, alors là par exemple, alors j'ai pas mis politique de confidentialité, c'est un peu long. Là par exemple, ce serait un texte que vous pouvez mettre dans vos emails de prospection à froid, donc B2B. Donc là, typiquement, nom de l'entreprise, donc qui vous êtes, donc c'est le responsable de traitement. Vous recevez cet email parce que, alors j'ai mis votre organisme s'est inscrit sur un fichier de prospection de ces réunions, par exemple. Vos données ont été collectées sur la base de l'intérêt légitime à des fins de prospection commerciale en lien avec votre activité professionnelle. Okay, donc, sauf opposition, vos données seront conservées pendant 3 ans. Okay. Ensuite, conformément au RGPD, vous pouvez vous désinscrire à tout moment, donc le lien des abonnements. Et ensuite, alors ça c'est un paragraphe qui est plutôt standard. Vous disposez par ailleurs d'un droit d'accès, de rectification, de modification, de limitation, etc. Vous pouvez l'exercer en écrivant à cette adresse ou introduire une réclamation auprès de la CNIL. Voilà. Ça c'est le paragraphe obligatoire que vous devez mettre sur les informations. Voilà. Typiquement, ce que vous pouvez mettre en bas des emails pour une prospection B2B. Ok. Sur des emails avec plus de mentions légales que de texte. Ouais, ça commande, il faut les mettre en petit. En police sans demi. Bon, après là, il y a un petit peu de blabla. Attache beaucoup d'importance, c'est pas nécessaire. C'est très engagé. Pour faire mieux passer le message. Et question, quand on utilise des logiciels comme Sarbacane ou Sendinblue, est-ce que les mentions sont mises en automatique? Enfin, moi, j'avais ce sentiment-là, mais je me suis peut-être... Bon, alors, ce qui est mis en automatique en général, c'est le désabonnement. Ouais, le lien des abonnements, le nom et l'adresse en général est mis aussi. Donc en fait, il y a déjà une partie des informations qui sont mises, mais pas tout. Toute la partie qui concerne le traitement en fait qui est là n'est pas mise. Donc ce sera juste le nom du responsable et la première partie en fait l'opposition qui est le lien des abonnements. Il va manquer ça et puis le texte sur la CNIL. Ok, merci. Les cookies, donc effectivement, il y a eu des petits changements depuis mars 2021 sur les cookies. Donc maintenant, on va retrouver ce genre de pop-up. Alors les cookies, il y a plusieurs règles. Donc les cookies ne doivent pas. Alors c'est uniquement, attention déjà, c'est uniquement les cookies qui vont collecter des données à caractère personnel. Donc alors l'IP est une donnée à caractère personnel pour l'instant, c'est considéré comme ça. Ou qui vont faire du suivi sur plusieurs sites. Donc typiquement Facebook, Google sont des cookies qui vont vous traquer en fait sur plusieurs sites. Donc, c'est uniquement ces cookies-là. Si vous n'avez pas de cookies de ce type-là, vous n'êtes pas obligé de mettre un pop-up de cookies. Si vous avez uniquement des cookies qui servent pour la technicité du site, je ne sais pas, les paniers d'achat, préférences de couleurs, des choses assez qui ne font pas de tracking ou de collecte de données, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre ce bandeau cookie. Mais donc, si le site prévoit des formulaires, mais là c'est sur le formulaire qu'on met les mentions liées au formulaire. Ah oui, c'est pas des cookies. C'est pas des cookies. Ok. Tout à fait. Donc c'est uniquement si les cookies récupèrent des données personnelles. C'est ça. Donc par exemple, typiquement les cookies de marketing, donc là on est dans le cas du suivi. Google aussi YouTube poste des cookies pour ses vidéos parce qu'ils font de la publicité en fait dans la vidéo. Mais maintenant il y a une option, enfin c'est possible d'utiliser des liens spéciaux pour désactiver ces cookies-là dans YouTube. Après, il faut connaître un petit peu. Google Analytics, malheureusement, aujourd'hui, dépose toujours des cookies par défaut. Google Analytics. Après, il y a d'autres outils Analytics qui ne le font pas. Vous pouvez, alors ensuite, c'est possible aussi dans Google Analytics de configurer de manière à ce qu'il ne collecte pas l'IP. C'est surtout l'IP, en fait, qui est collecté. Mais c'est quand même un petit peu de paramétrage, mais par défaut, il va collecter. Donc déjà, premier point, c'est uniquement les cookies qui concernent la collecte de données. Deuxième règle, il doit être aussi facile d'accepter que de refuser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit les boutons refuser qui commencent à apparaître. Alors des fois ça change de place, c'est à droite, à gauche, ça se met en petit en bas ou en haut. Donc ils essayent de jouer, ils testent plusieurs choses pour feinter le visiteur. Donc soit en général c'est un bouton refuser, soit c'est un bouton continuer sans accepter, qui est une manière jolie de dire refuser. Voilà. Si vous fermez le pop-up sans rien cliquer, normalement aucun cookie ne doit se déposer. Ignorer le pop-up ne vaut pas acceptation.
Voilà. Ensuite, les textes. Alors, dans les textes, vous devez simplement donner les finalités. Donc, c'est les mêmes mentions, hein. Vous devez simplement donner les finalités qui vous êtes et les finalités de collecte, uniquement sur un niveau 1 et après un lien vers la politique de confidentialité. Je vois que maintenant, la plupart des sites mettent des pavés qui sont assez énormes. En fait, c'est pour pousser les gens à cliquer sur accepter. Mais vous n'êtes pas obligé en fait de mettre des pavés énormes. Ok, Sauf si on veut pousser les gens à accepter. Ouais. Alors, moi, ce que je constate, je crois que les derniers stats qu'il y a eu, c'est quand même que 75% des personnes n'acceptent pas, hein, refusent. Donc, je crois que les cookies, va falloir abandonner. Il va falloir faire du marketing autrement que par cookies. Alors, on a presque fini. Hein. Oui, c'est à la fin de ton temps de parole, mais je t'avais prévu 5-10 minutes de rade. Oui. Alors, juste donc, sur les demandes, ce qu'il faut faire, donc, il faut pouvoir répondre. Il y a 3 procédures à mettre en œuvre. Il y a plusieurs procédures, mais on va dire qu'il y a 3 principales. Réponse aux demandes sous un mois, parce qu'effectivement, dans vos mentions, vous mettez pour exercer vos droits, contacter tel email. Donc, en fait, quand une personne vous contacte sur cet email-là, il faut lui répondre sous un mois. Ça, c'est la loi. Hein. Si vous ne répondez pas sous un mois, il peut faire une réclamation auprès de la CNIL. Donc, les droits, on n'aura pas le temps de voir ça, mais il y a quelques droits. Alors, les droits d'accès et rectification, ça, c'est systématique. Hein. Si une personne vous dit « je veux savoir les données que vous détenez sur moi », vous devez lui donner les données que vous détenez sur elle. Donc, ça, c'est le droit d'accès. Si elle veut rectifier une orthographe sur son nom, son prénom, son adresse, vous devez le faire. Donc, rectifier la donnée dans vos bases. Opposition, ça concerne uniquement quelques traitements, hein, on l'avait vu, hein, c'est les intérêts légitimes, intérêts publics et consentement. Effacement, pareil, c'est dans des cas particuliers, hein, vous ne devez pas effacer à tous les coups, hein, c'est vraiment dans des cas particuliers que le droit d'effacement est autorisé. Et ensuite, limitation et traitement automatisé sont des droits un peu spécifiques, on n'aura pas le temps de les voir. Violation de données, vous devez signaler à la CNIL sous 72 heures. Alors, vous devez signaler dans le cas où il y a un risque pour les personnes, ce n'est pas dans tous les cas. Hein. Quand il y a eu OVH, la CNIL était submergée de requêtes de violation, c'est uniquement dans le cas où il y a un risque pour les personnes. Donc, par exemple, les adresses, hein, si les adresses sont diffusées dans la nature, il peut potentiellement y avoir un risque de cambriolage. Donc là, il faut signaler. Ensuite, ça dépend si c'est que des emails de prospection, c'est peut-être pas. La personne va recevoir des emails indésirables peut-être, mais ça va pas aller plus loin que ça. Donc, c'est pas nécessaire forcément de signaler. Voilà. Et ensuite, pour les structures plus importantes, il y a aussi une obligation de sensibiliser le personnel. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Vous avez signé un contrat de travail et une convention de portage qui vous sensibilise et vous l'avez signé. C'est fait, c'est bon, check. Ok. C'est documenté en tout cas. Mais oui, aujourd'hui, bien sûr, on le fait aussi. Donc, 5e point, comment je protège les données. Donc là, c'est les mesures de protection. Vous êtes tenu de protéger les données, de vous assurer qu'elles sont bien protégées. Contre la perte, effectivement, hein, donc disponibilité, confidentialité, intégrité, hein, donc perte, accès non autorisé, les fuites, corruption de données, virus, etc. Bon, je passe assez vite, hein, c'est assez classique. Il faut s'assurer aussi des sauvegardes. Hein. Souvent, en entreprise, c'est les backups hein, qui vont être regardés, backup, plan de reprise. Donc, moi, je suis entré un petit peu par là dans le RGPD, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des manques au niveau backup et plan de reprise d'activité. Alors, les mesures doivent être proportionnées en fait en fonction de la criticité de l'impact sur les personnes. Donc, c'est pas la peine de sortir les artilleries lourdes non plus. C'est vraiment suivant la criticité des données. Donc, alors là, il y a des checklists qui existent. Hein, ça, c'est la mienne, mais il y a les checklists de la CNIL, qui se basent en fait sur l'ANSSI, qui propose en fait des listes de mesures plutôt standardisées en fait que les entreprises peuvent mettre en place. Il n'y a pas que des mesures informatiques, il y a aussi, alors il y a des mesures organisationnelles, donc sensibilisation par exemple, ça va être plus de l'organisationnel. Des mesures de sécurité physique, hein, donc les portes, les tiroirs fermés à clé, etc. Ça effectivement, ça peut être important. Enfin, les sous-traitants, donc pas de clause, ça veut dire que vous êtes. J'ai vu qu'il est passé quelque chose, le Wi-Fi en W. Oui, ça c'est des recommandations de l'ANSSI et de la CNIL. Hein. Okay. Effectivement, il y a un niveau de sécurité minimum, WPA2. Ouais. Et là, s'il me dit que je suis en sécurité faible WPA, je sais pas, c'est pas bon. Ah non. Effectivement, on va passer en 2. Okay, donc les sous-traitants, sous-traitants comme je disais, hein, ça peut être, c'est souvent les services en ligne. Si vous n'avez pas de clause, en général, c'est 50-50. Voilà.
Alors, il faut vérifier parce que la plupart des sous-traitants connus sont dans les normes, notamment Microsoft avec Office 365 qui sont dans les normes depuis longtemps. Facebook aussi est dans les normes. Ils ont fait des gros efforts. Google est en train de le faire. Donc, la plupart des services se mettent en conformité. Donc, il faut vérifier les CGV, il faut vérifier vos contrats avec les différents fournisseurs. Voilà, et je voudrais finir par cette phrase qui est répétée quand même 3 fois dans le RGPD. L'information doit être concise, transparente, compréhensible et aisément accessible. Je précise parce que… C'est ce qu'ils ont mis en pratique. C'est ce qu'ils ont mis en pratique avec leurs 99 articles. C'est pas toujours ce qu'on voit sur les sites et les conditions générales, mais voilà, il faut pas, finalement c'est du bon sens quand on réfléchit, quand on commence à faire son registre, c'est beaucoup de bon sens et il n'y a pas besoin de faire des pavés à chaque fois pour prévenir, pour faire les mentions. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Alors, je vais juste mettre le slide d'après. En fait, j'avais listé quelques traitements qui sont courants en fait sur un prestataire B2B. Alors, je connais moins les formations, donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être les lister aussi. Mais je pense que formation, vous êtes un petit peu dans la relation contractuelle. Il faudra juste faire attention de ne pas observer au-delà, etc. Il faudra mettre des règles, je pense, mais voilà, c'est… Voilà, un petit peu. Donc, alors, juste effectivement par rapport au portage, toute cette partie promotion, prospecter, fidéliser, éventuellement remarketing, on est sur les portées. Donc, ça, c'est effectivement c'est notre partie avec les outils qu'on utilise sans forcément le dire à Réunion Portage. La partie vente, un peu partagée, puisque effectivement, devis contrat, c'est fait par Réunion Portage. Ensuite, il y a quand même la réalisation et puis le suivi, le support, la garantie, le suivi qui est fait derrière, qui est quand même fait par les portées. Donc, c'est un petit peu partagé, j'ai l'impression.